Reste jusqu'à la fin, car ce qui suit n'est pas seulement une histoire, mais la cartographie d'une semaine où tout peut basculer de Kiev à Varsovie en passant par Copenhague et Berlin. Si tu veux que nous suivions ensemble ces lignes de faille, à mesure qu'elles s'ouvrent, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Au lever du jour sur Kiev, un grondement venu de loin s'étire comme un fil tendu entre la peur et la vigilance. Les sirènes ne hurlent pas tout de suite, elles hésitent. Comme si elles espéraient encore démentir ce que les radars murmurent. Puis la première alerte fend l'air, et avec elle une certitude, la nuit a été longue, le ciel ne sera pas calme. Sur le toit d'un immeuble d'Obolon, Irina serre sa fille contre elle, la petite s'accroche à un ours en peluche dont la couture a sauté. Dans la cour, un voisin compte à voix basse, non en chiffres, mais en respiration, une pour chaque minute, une pour chaque douleur qu'il a promis de traverser. Sur les écrans du centre de commandement, des traînées se déploient comme une pluie inversée, des drones par centaines, des missiles par dizaines, une géométrie de trajectoire qui dessine la logique d'une attaque méthodique. Les opérateurs connaissent désormais cette grammaire du ciel, ils épellent ces verbes avec des lanceurs anti-aériens et des batteries qui pivotent comme des têtes cherchant un son dans l'obscurité. On dit que les mots sauvent parfois des vies, ici ce sont des ondes, des fréquences, des paquets d'énergie qui interceptent d'autres paquets d'énergie. La voix d'un officier énumère, plus de 500 menaces dans l'air, plus de 40 vecteurs lourds, et encore des leurres qui saturent les écrans. Dans les immeubles, les murs vibrent d'une basse qui n'a jamais été écrite, une musique de turbine et d'alerte. Irina pense aux rendez-vous à la clinique de cardiologie, ironie de ce matin où tant de cœurs battent trop vite. La première explosion s'imprime comme un flash sous les paupières fermées, pas très loin, pas assez loin. La seconde est plus sourde, elle avale l'air et le recrache en poussière grise. Au même moment, à Rzeszów en Pologne, des pilotants. Combinaison court le long de la piste, le geste est rodé, l'ordre a été donné, décoller, vérifier, protéger. Les radios crépitent en polonais et en anglais, la voix d'un contrôleur mentionne une fermeture temporaire d'espace, un couloir sécurisé, des vecteurs alliés qui se relaient. Sur une route au sud de Lublin, un chauffeur routier gare son semi-remorque et lève les yeux, il ne voit que des nuages plats et croit entendre, ou imagine, un moteur loin au-dessus. À Copenhague, un responsable de la sécurité civile fait circuler une note, interdiction de vol pour les drones civils, une mesure simple, une phrase qui dit beaucoup. Dans une petite ville du Jutland, un club d'aéromodélisme range ses appareils, leurs ailes fines et blanches semblent soudain trop fragiles pour le monde actuel. À Vilnius, un vol commercial demande une assistance de navigation, le signal vacille, quelqu'un à bord voit la carte se figer puis glisser lentement hors de sa route. Ce ne sont pas des coïncidences, pense un analyste à Bruxelles, ce sont des coutures qui lâchent au même moment, sur le même manteau. À Kiev, l'aube devient une page froissée, des panaches montent près d'une usine, une façade crevée laisse voir une cuisine suspendue au vide, une table, 2 chaises, une tasse encore renversée. Les pompiers posent des échelles comme d'autres posent des phrases rassurantes, l'une après l'autre, avec précision. Irina descend l'escalier avec les autres, la cage d'escalier résonne d'un pas après l'autre, chaque palier est un îlot de répit. Dans l'abri, quelqu'un a apporté un thermos et des biscuits secs, on échange peu de mots, chacun devient le gardien discret de la respiration d'un autre. Le téléphone capte par à-coups, des nouvelles arrivent. Par fragments, un enfant blessé, une clinique touchée, des fenêtres soufflées. Au centre de commandement, un écran affiche les interceptions réussies, l'océan du ciel se couvre de cercles verts, mais certains points rouges persistent et filent. Un technicien ajuste un algorithme, il ajoute un biais, corrige une latence, il sait que quelques millisecondes peuvent équivaloir à quelques vies. À Varsovie, une réunion en urgence commence avant même que toutes les chaises ne soient occupées, les cartes montrent des arcs, des vecteurs, des zones tampons. Une phrase revient, si la pluie de fer franchit nos frontières, nous répondrons, mais la pluie n'a pas de frontières, seulement des altitudes. À Berlin, une journaliste compose ses notes, elle veut raconter sans verser dans la stupeur, elle veut garder la ligne entre information et effroi. Elle écrit que la guerre s'étire comme une marée, parfois retirée, parfois soudain haute. Dans le Donbass, un opérateur de défense solaire ajuste l'angle d'un tube, il a appris à reconnaître le timbre d'un moteur comme un musicien reconnaît une note. Il souffle, il compte, il appuie, un trait blanc fuse, le ciel répond par une fleur sombre, un écho, puis le silence. À Kiev, l'abri se tait, on tend l'oreille, on attend toujours la phrase suivante du ciel.
Irina pense à son mari sur une ligne plus au sud, ils se sont promis des choses simples, un repas chaud, une marche au bord du Dniepr, un livre lu à voix haute. Les promesses n'ont pas de blindage, mais elles tiennent comme tiennent les ponts qu'on répare la nuit. Dans une base de l'OTAN à l'Est, on vérifie les batteries d'un système solaire, chaque module porte une étiquette, chaque étiquette une main qui l'a collée. Les cartes montrent l'Europe comme une mosaïque d'arcs concentriques, ce ne sont plus seulement des frontières, ce sont des zones de portée. À Tallinn, un vol de ligne signale des interférences persistantes, un pilote garde la main sur le manche plus fermement qu'à l'habitude. Dans un laboratoire à Munich, une équipe teste un récepteur alternatif qui peut encore se repérer quand les satellites mentent. Ils savent que mentir au ciel n'est pas difficile, il suffit de lui raconter une autre histoire de coordonnées. Au 12e étage d'un immeuble de Kiev, un homme âgé s'obstine à rester près de sa fenêtre brisée, il a connu d'autres hivers, d'autres bruits, il répète que la ville tiendra. Sous la fenêtre, un volontaire distribue des bâches et des rubans, il sait que réparer un carreau aujourd'hui empêchera le froid de gagner demain. La journée déroule sa suite d'alertes, les postes se relaient, la fatigue arrive par vagues, mais la routine garde ses poignets. Dans les studios d'une chaîne d'information, on répète les nombres, on essaie de ne pas les laisser devenir abstraits, on rappelle que derrière chaque unité il y a une porte, un escalier, une tasse, un prénom. Un militaire à l'état-major trace un trait sur la carte et le gomme aussitôt, ce trait n'est plus valable, un couloir se ferme, un autre s'ouvre. En Finlande, un technicien radar vérifie une trace erratique, il ne sait pas si c'est un drone, un oiseau ou un mirage électronique, mais il sait que le doute fait désormais partie des conditions météorologiques. Au Parlement européen, on répète des mots, bloc occidental, dissuasion, solidarité, résilience, chaque mot est juste, aucun n'est suffisant. La nuit suivante amène un calme bancal, comme une chaise à qui il manquerait un pied. Irina remonte chez elle, l'ascenseur est à l'arrêt, les marches sentent la poussière froide. Dans l'appartement, elle balaie les éclats, elle repense à la clinique, elle enverra un message quand le réseau tiendra. Elle ne sait pas encore que les images qui sortiront demain montreront des couloirs d'hôpital aux vitres brisées, des lits roulés dans des salles sans plafond, et malgré tout des blouses qui s'affairent sans se demander si le verbe tenir a un synonyme. À Varsovie, un général regarde un écran où une ligne verte longe la frontière, il garde à l'esprit l'idée d'un bouclier commun, pas une métaphore, un maillage de capteurs, de batteries, d'équipages entraînés ensemble. Il sait que la coopération est déjà là, il sait aussi qu'il faut du temps pour qu'elle devienne un réflexe partagé. À Copenhague, la décision d'interdire les drones civils pour quelques jours ressemble à une parenthèse posée au milieu d'un paragraphe trop long. Dans un café de Berlin, une étudiante lit un article sur le brouillage qui a forcé un avion officiel à se dérouter le mois dernier, elle lève les yeux vers un ciel parfaitement bleu et comprend que la météo ne dit plus le danger. À Kiev, un technicien d'électricité remet sous tension un quartier, l'ampoule clignote puis s'éclaire, un applaudissement discret parcourt la cage d'escalier. Irina pose un bol de soupe devant sa fille, elle souffle dessus, dans la vapeur elle voit la forme du lendemain, fragile et tenace. Les heures suivantes amènent des décomptes, on parle de 4 morts, puis de davantage, on parle de dizaines. De blessés, on parle d'une fillette dont on ne veut pas retenir seulement l'âge. On parle aussi des interceptions, des centaines de drones empêchés d'atteindre leur point final, des missiles détournés de leurs gestes. Les cartes de l'Europe continuent de se remplir de notes. Ici la fermeture d'un segment aérien, là le passage d'un patrouilleur, ailleurs une session extraordinaire pour des budgets. Dans une fabrique de l'ouest ukrainien, des ouvrières réparent des filets de camouflage, leurs doigts vont vite, elles pensent aux champs, aux saisons, aux récoltes qui attendent. Au même moment, dans un bureau à Washington, des voix débattent de ce qui sera envoyé, de la portée, des délais, de ce que cela changera sur le terrain et dans l'esprit des gens. À Londres, un analyste de défense pèse les mots qui diront la gravité sans promettre l'impossible. Les nouvelles en boucle finissent par user, et pourtant elles maintiennent l'attention, car derrière elles, une phrase plus grande se dessine, si l'on cède sur le ciel, on cède sur la route, si l'on cède sur la route, on cède sur la maison. Dans un village proche de Zaporijjia, une famille replace des cadres au mur, les verres sont fendus, les images sont intactes, un mariage, un champ de tournesol, une plage d'été. Irina envoie enfin un message à son mari, « Nous allons bien, la fenêtre est cassée, mais nous allons bien. » Il répond tard, sa phrase est courte, « Je t'aime, tenez. » Le lendemain, les sirènes repartent par intermittence. Chaque répit est une chambre d'écho où s'installent les questions, jusqu'où, jusqu'à quand,
Quelle est la prochaine marche? À Bruxelles, on parle d'une architecture commune de défense aérienne, une manière de transformer l'addition de lignes en un maillage cohérent. Un ingénieur décrit un futur proche où chaque ville aura ses yeux levés et ses mains prêtes, où l'on saura dire en quelques secondes si cette ombre est une menace ou un oiseau perdu. À Tallinn, on teste un filtre contre les mensonges du ciel, un code qui détecte les coordonnées improbables avant qu'elles ne deviennent des trajectoires dangereuses. En Pologne, des exercices conjoints révisent les procédures, les silhouettes des avions soulignent des arcs invisibles. Au marché de Kiev, malgré tout, des étals rouvrent, des pommes s'entassent, des pains dorés sortent du four, la normalité se présente modestement, elle demande peu, une chance de s'asseoir sans regarder le plafond. La radio annonce une commémoration improvisée, 4 bougies alignées sur un escalier, des noms lus sans micro. Irina s'y rend avec sa fille, elle reste un moment, puis rentre. Le soir, dans le salon, elles écoutent une berceuse enregistrée il y a longtemps, un chant qui connaissait déjà les tremblements du monde. À Varsovie, un conseiller rappelle que la guerre hybride travaille la patience des sociétés, elle corrodera ce que l'on regarde rarement, la confiance, la routine, la sensation d'évidence. Il propose d'apprendre aux écoles à reconnaître les manipulations, d'entraîner les services à respirer dans la durée. Au sud de Lviv, un camp de déplacés se réorganise après les alertes, des lits de camp se rapprochent, des enfants. Rit quand même, le rire s'accroche comme la mousse sur la pierre. Une équipe de sapeurs inspecte un pont, ils notent que la pile a tenu, ils notent aussi que l'eau a changé d'odeur. Des nouvelles arrivent sur des drones aperçus au-dessus de bases en Scandinavie, des interdictions temporaires, des patrouilles coordonnées. Les commentateurs parlent d'une extension possible, non comme une fatalité, mais comme un risque qui demande des gestes concrets. À Kiev, la clinique de cardiologie couvre ses fenêtres de panneaux provisoires, les couloirs sentent la colle et l'antiseptique. Une médecin ajuste son masque, lève la tête quand un bruit sec retentit au loin, puis reprend, le cœur à ses urgences qui ne discute pas avec le ciel. Irina couche sa fille, elle reste à la regarder dormir, elle se promet que demain elle accrochera de nouveau le rideau, même s'il ne reste qu'une tringle tordue. Sous le dôme des alliances, des phrases deviennent des engagements, des batteries supplémentaires, des appareils promis, des formations accélérées. On parle d'une barrière de drones, d'une muraille électronique, d'une solidarité agile qui ne dépendra pas d'un seul câble. On parle de sanctions qui mordront non pas la peau, mais la logistique, non pas l'image, mais la capacité réelle. Dans une usine à l'est de l'Allemagne, des opérateurs reconfigurent une ligne, ils savent que chaque jour gagné se traduit en ciel un peu moins vulnérable. À Kiev, un matin plus clair succède à une nuit plus courte, les souvenirs de la veille approchent déjà la consistance des légendes urbaines, on dira plus tard, tu te souviens, quand le ciel a ressemblé à une carte incendiaire. Irina sort sur le balcon malgré la fenêtre en plastique provisoire, elle respire, l'air frais entre, le café fume dans la cuisine. La ville bruise de marteaux, de balais, de voix, une liturgie de réparation. Elle pense à la semaine qui vient, au cours de sa fille, au rendez-vous décalé, au travail qui attend. Elle sait que la peur ne disparaît pas, elle sait qu'elle apprend à se tenir debout à côté d'elle. Aux frontières de l'Alliance, les radars continueront de lire les textes invisibles du ciel, les pilotes continueront de tracer des lignes qui disent ici, pas plus loin. Dans les salles où l'on décide, on discutera des kilomètres, des fenêtres de tir, des marges d'erreur, comme on discute d'un feu de forêt qui a changé de direction. Dans les maisons, on continuera de chercher des morceaux de verre dans les tapis, de recoller des cadres, de refermer les portes avec douceur. Car la résistance n'est pas seulement une ligne de front, c'est un calendrier, une porte qui s'ouvre le matin, une table remise à sa place. Et si l'on demande à Irina ce qu'elle retiendra de ces jours? Elle dira peut-être ceci, qu'il y a eu des chiffres, des centaines et des dizaines, mais que les vrais comptes se font en regards échangés, en coups de main donnés, en fenêtres réparées. Que la peur a une vitesse, mais que la solidarité en a une autre, et que c'est celle-là qui décide du dernier mot. Le soir venu, une nouvelle alerte griffe le ciel, mais elle passe vite, comme une phrase qui s'épuise. Irina ferme les yeux et imagine un futur où les radars liront les mensonges du ciel comme on lit des fautes d'orthographe, immédiatement, sans hésiter. Elle imagine sa fille plus grande, marchant le long du fleuve, un téléphone dans la poche, des projets simples, du pain, de la musique, des amis. Et tandis que l'Europe ajuste son bouclier d'air et de lumière, tandis que les sociétés apprennent à respirer dans les interstices de l'inquiétude, une idée s'installe, non pas que la menace disparaisse, mais que sa logique rencontre enfin une réponse patiente, ferme et partagée.
Dans cette réponse, il y a des pilotes et des ingénieurs, des infirmières et des balayeurs, des élus et des voisins. Il y a Irina, il y a sa fille, il y a des mains qui tendent des morceaux de plastique et des rubans. Et il y a le matin, encore, malgré tout. Si tu as suivi jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car nous raconterons la suite, et nous la raconterons ensemble.